Le café brûlant coula sur le visage de Manon comme une gifle liquide. La tasse venait de lui échapper des mains tremblantes, renversant son contenu sur le carrelage immaculé de la cuisine. Autour de la table, 3 voisines figèrent leurs gestes, témoins silencieuses de la scène qui se déroulait. « Regarde ce que tu as fait !» cria Brigitte en se levant brusquement. « Tu ne sais même pas tenir une tasse correctement ?» Manon, 28 ans, sentit ses joues s'empourprer. Pas à cause de la brûlure du café, mais de l'humiliation qui l'envahissait. Elle qui passait ses journées à enseigner à des enfants de 6 ans, elle qui savait gérer une classe de 25 élèves turbulents, se retrouvait rabaissée devant des étrangères, comme une domestique maladroite. « Je vais nettoyer », murmura-t-elle en s'agenouillant pour ramasser les morceaux de porcelaine. « Bien sûr que tu vas nettoyer », répliqua sa belle-mère d'un ton cassant. « C'est bien le minimum. Et pendant que tu y es, sers-nous du café correctement cette fois. C'est ton rôle de femme au foyer, après tout. » Les mots transpercèrent Manon comme des lames. Femme au foyer ? Elle travaillait 40 heures par semaine à l'école, rentrait épuisée chaque soir après avoir consacré sa journée à l'éducation d'enfants qui n'étaient pas les siens. Comment Brigitte osait-elle la réduire à une simple ménagère ? Madame Dubois, la voisine du numéro 15, tout sauta délicatement, visiblement mal à l'aise. Les 2 autres femmes échangèrent des regards fuyants, ne sachant plus où poser les yeux. Thomas, assis au bout de la table avec son journal déployé, émit un petit rire nerveux sans lever la tête. « Maman a raison », dit-il en tournant une page. « Tu devrais faire plus attention. » Ces quelques mots achevèrent de briser quelque chose en Manon. Son propre mari, l'homme qui partageait son lit depuis 3 ans, qui connaissait ses efforts quotidiens, venait de cautionner publiquement sa humiliation. Il n'avait même pas eu le courage de la regarder en parlant. Elle se releva lentement, les débris de tasse dans les mains, et croisa le regard satisfait de Brigitte. Dans ses yeux brillait une lueur de triomphe, comme si rabaisser sa belle-fille constituait un plaisir personnel. « Excusez-moi », dit Manon d'une voix qu'elle s'efforça de garder ferme. Elle se dirigea vers l'évier, jetant les morceaux de porcelaine dans la poubelle avec plus de force que nécessaire. Le bruit métallique résonna dans la cuisine, seul écho de sa colère contenue. Derrière elle, Brigitte reprit la conversation comme si rien ne s'était passé, racontant aux voisines les derniers potins du quartier. Sa voix mielleuse contrastait violemment avec le ton hargneux qu'elle avait employé quelques secondes plus tôt. Manon fit couler l'eau froide sur ses mains tremblantes. À travers la fenêtre, elle aperçut les enfants de la rue qui jouaient dans le petit parc. Demain, elle retrouverait ses élèves, leur sourire spontané, leur respect naturel. Là-bas, elle était Madame Manon, l'institutrice que tout le monde appréciait. Ici, dans cette maison qui n'était pas vraiment la sienne, elle n'était qu'une invitée indésirable. Le robinet continua de couler, tandis qu'une question lancinante s'imposa à son esprit. Combien de temps pourrait-elle encore supporter cette situation ? Dans son dos, le rire cristallin de Brigitte résonnait comme une promesse de nouveaux affronts à venir. Le lundi matin, Manon poussa les portes de l'école primaire Saint-Martin, avec un soulagement qu'elle ressentait chaque jour depuis 3 ans. Ici, dans ces couloirs colorés où résonnèrent les rires d'enfants, elle retrouvait sa véritable identité. « Bonjour Madame Manon », s'écrièrent en chœur ses 24 élèves de CE1. Leurs visages illuminés chassèrent instantanément les images de la veille. Ces enfants de 6 et 7 ans lui vouaient une admiration sincère, celle que Brigitte s'évertuait à détruire à coups d'humiliation quotidienne. « Bonjour mes petites trésors », répondit-elle en accrochant sa veste au porte-manteau. Manon n'avait pas toujours été institutrice. Son parcours avait été semé d'obstacles qu'elle avait franchis un à un, avec cette détermination héritée de sa grand-mère Lucienne. Abandonnée par sa mère à l'âge de 8 ans, Manon avait grandi dans le petit appartement de Mamie Lulu, comme elle l'appelait tendrement. Cette femme aux mains rugueuses et au cœur immense lui avait transmis 2 leçons fondamentales. L'éducation était la clé de la liberté et personne n'avait le droit de rabaisser quelqu'un d'intelligent et de travailleur. « Ma petite », lui répétait souvent sa grand-mère en l'aidant à faire ses devoirs, « tu as une tête bien faite. Les études, c'est ton passeport pour ne jamais dépendre de personne. » Lucienne avait eu raison. Excellente élève, Manon avait décroché son baccalauréat avec mention, puis son diplôme d'institutrice. À 23 ans, elle enseignait déjà avec cette passion qui ne l'avait jamais quittée.
C'est pendant une formation continue sur les nouvelles méthodes pédagogiques qu'elle avait rencontré Thomas. Il préparait alors un certificat d'aide éducateur, rêvant de travailler avec les enfants en difficulté. Grand, souriant, il semblait différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés. Respectueux, attentionné, il admirait son intelligence et son ambition. « Tu es remarquable », lui avait-il dit lors de leur 3e rendez-vous. « J'aime ta façon de parler aux enfants, ta patience, ta culture. » Leurs premiers mois ensemble avaient été un enchantement. Thomas l'écoutait raconter ses journées d'école, s'enthousiasmait pour ses projets pédagogiques, la soutenait quand certains parents difficiles remettaient en question ses méthodes. Mais tout avait changé après leur mariage. Dès qu'il s'était installé dans la maison familiale avec Brigitte, Thomas s'était métamorphosé. L'homme qui la respectait avait cédé la place à un fils soumis, incapable de tenir tête à sa mère. Chaque critique de Brigitte trouvait un écho chez lui. Chaque humiliation était validée par son silence complice. « Manon, tu pourrais venir m'aider ?» demanda une petite voix. Julie, une élève timide aux nattes blondes, levait la main depuis son pupitre. Manon s'approcha et découvrit un magnifique dessin représentant une famille souriante. « C'est très joli, ma chérie. Tu peux me raconter ton dessin ? C'est ma maman, mon papa et moi. On va pique-niquer dimanche. Papa dit que maman fait les meilleurs sandwichs du monde. » Un pincement au cœur saisit Manon. Cette harmonie familiale, cette complicité entre époux, elle l'avait cru possible avec Thomas. Aujourd'hui, elle ne savait même plus si son mari la considérait encore comme sa partenaire ou simplement comme une colocataire que sa mère tolérait à peine. La porte de la classe s'ouvrit sur Marc Delacroix, le nouveau directeur arrivé en septembre. Trentenaire aux cheveux poivre et sel, il dirigeait l'établissement avec une bienveillance qui changeait agréablement de l'ancien directeur, autoritaire et rigide. « Pardon de vous déranger, Manon. Pourriez-vous passer me voir pendant la récréation ? J'aimerais discuter du projet lecture avec vous. » « Bien sûr, monsieur le directeur. » Marc s'attarda quelques secondes, observant la classe studieuse et épanouie. « Vos élèves semblent très heureux. Vous avez un vrai don pédagogique. » Ces mots simples réchauffèrent le cœur de Manon, plus que tous les compliments que Thomas ne lui faisait plus. Ici, son travail était reconnu, sa valeur respectée. Alors que Marc quittait la classe, Manon se demanda combien de temps encore elle supporterait la dualité de sa vie. Respecter et admirer le jour, rabaisser et humilier le soir. Une certitude grandissait en elle. Quelque chose devait changer, et bientôt. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère de plus en plus pesante. Brigitte semblait avoir pris goût aux humiliations publiques, multipliant les occasions d'inviter les voisines pour le café du matin. Chaque fois, Manon devenait malgré elle le spectacle de la journée. Ce mercredi-là, tandis que Madame Carpentier et Madame Leroy sirotèrent leur café en porcelaine fine, Brigitte lança d'un ton faussement désinvolte « Manon fait semblant d'être intelligente avec son métier d'institutrice, mais franchement, enseigner à des gamins de 6 ans, n'importe qui peut le faire. » Les voisines acquiescèrent poliment, mal à l'aise, mais n'osant contredire leur hôtesse. Manon, qui préparait le plateau de gâteaux, serra les dents. 4 années d'études supérieures, des centaines d'heures de formation, la responsabilité de 24 enfants, réduit à n'importe qui peut le faire. Les vraies femmes s'occupent de leur foyer, continua Brigitte en fixant sa belle-fille. Pas de gamins qui ne sont même pas les leurs. Cette pique atteignit Manon en plein cœur. Brigitte savait parfaitement que l'absence d'enfants était un sujet douloureux pour le couple. Ils essayaient depuis 2 ans, sans succès, et Thomas refusait obstinément de consulter un spécialiste. Le vendredi soir, la goutte d'eau fit déborder le vase. Brigitte avait organisé un dîner avec les Moreau, un couple du quartier, et leur fils récemment diplômé d'école de commerce. « Regardez Julien », dit-elle en désignant le jeune homme de 25 ans. « Voilà quelqu'un qui a une vraie ambition. Pas comme certaines personnes qui se contentent de petits boulots sans avenir. » Manon posa brusquement sa fourchette. Thomas, assis à côté d'elle, gardait les yeux rivés sur son assiette, n'esquissant pas le moindre geste pour la défendre. « Excusez-moi », murmura-t-elle en se levant de table. Elle monta directement dans leur chambre, le cœur battant de rage et d'humiliation. 10 minutes plus tard, Thomas la rejoignit, l'air penaud. « Tu exagères un peu, non ? Maman ne pensait pas à mal. Ta mère ne pense jamais à mal, Thomas. C'est bien le problème. » Il s'assit au bord du lit,
évitant son regard. Dans la pénombre de la chambre, il semblait plus jeune, plus fragile. « Ma mère a toujours été froide avec moi », avoua-t-il soudain. Cette confession inattendue figea Manon. Jamais Thomas n'avait parlé de son enfance avec autant de sincérité. « Comment ça, froide ? Je ne me souviens pas qu'elle m'ait jamais dit « je t'aime ». Même petit, quand j'avais peur du noir et que je pleurais, elle me disait juste de grandir, d'être un homme. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était anxieux. Elle me comparait sans arrêt aux autres enfants du quartier. « Regarde comme le fils des Dubois est plus intelligent. Pourquoi tu ne peux pas être sage comme le petit Moreau ? J'ai grandi en pensant qu'il fallait mériter l'amour maternel. » Manon sentit sa colère s'atténuer, remplacée par une forme de compassion douloureuse. Elle commençait à comprendre pourquoi Thomas était incapable de tenir tête à sa mère. Il cherchait encore, à 30 ans, cette approbation maternelle qui lui avait toujours été refusée. « Thomas, tu es adulte maintenant. Tu as le droit de me défendre. »« Je sais, » murmura-t-il. « Mais c'est plus compliqué que tu ne le crois. » Il se tourna vers elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle aperçut une vulnérabilité sincère dans ses yeux. « Parfois, j'ai l'impression d'être encore ce petit garçon qui attend qu'elle lui dise qu'il fait bien, qu'il existe vraiment. » Cette nuit-là, Manon resta éveillée longtemps après que Thomas se fût endormi. Elle comprenait mieux la dynamique de cette maison, mais cette compréhension ne diminuait en rien sa propre souffrance. Si Thomas était une victime, elle en était une autre. Le lendemain matin, en se préparant pour l'école, elle croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Cette femme aux traits tirés, aux yeux cernés, était-ce vraiment elle, l'institutrice épanouie et respectée qu'elle était quelques heures plus tard? Une pensée s'imposa à elle avec une clarté nouvelle. Comprendre la blessure de Thomas était une chose. Continuer à accepter sa lâcheté en était une autre. Quelque chose en elle venait de basculer définitivement. Le mardi suivant, Manon quitta l'école plus tôt que prévu. La réunion pédagogique avait été annulée au dernier moment, lui offrant un rare après-midi de liberté. En remontant l'allée de la maison, elle aperçut les silhouettes familières de Madame Dubois et de 2 autres voisines installées dans le salon. Elle poussa doucement la porte d'entrée, espérant monter discrètement dans sa chambre pour corriger ses copies en paix. Mais la voix de Brigitte, portée par l'acoustique du rez-de-chaussée, l'arrêta net dans l'escalier. « Cette Manon est vraiment pathétique », disait sa belle-mère avec cette fausse compassion qu'elle maîtrisait si bien. « Thomas mérite tellement mieux qu'une petite institutrice sans ambition. » Manon se figea, la main crispée sur la rampe. Son cœur se mit à battre plus fort, tandis qu'elle tendait l'oreille malgré elle. « Et puis, entre nous, elle ne sait même pas faire à manger correctement, » continua Brigitte. « Hier soir, son gratin était immangeable. Une vraie femme saurait tenir sa maison, vous ne trouvez pas ?» Des murmures d'approbation polie lui répondirent. Manon ferma les yeux, sentant la colère monter comme une vague brûlante. « Et le pire, » poursuivit Brigitte en baissant la voix comme pour partager un secret, « c'est qu'elle n'arrive même pas à me donner des petits-enfants. 3 ans de mariage, et rien. Elle doit être stérile, la pauvre. » Ces derniers mots frappèrent Manon comme une gifle. Comment Brigitte osait-elle dévoiler leur intimité à des quasi-étrangères? Comment pouvait-elle transformer leur douleur privée en ragots de quartier? Les jambes tremblantes, Manon monta les marches 4 à 4 et se réfugia dans sa chambre. Elle s'effondra sur le lit, submergée par un mélange de rage et de désespoir. Toutes ces humiliations publiques n'étaient donc que la partie visible de l'iceberg. Dans son dos, Brigitte la démolissait systématiquement. Elle se dirigea vers la salle de bain attenante pour se passer de l'eau fraîche sur le visage. En ouvrant la porte du placard pour prendre une serviette, son geste brusque fit tomber une vieille boîte à chaussures rangée sur l'étagère du haut. La boîte s'écrasa au sol dans un bruit sourd, répandant son contenu sur le carrelage blanc. Des lettres, des dizaines de lettres aux enveloppes jaunies par le temps, s'éparpillèrent autour de ses pieds. Manon s'agenouilla pour les ramasser, d'abord par simple politesse. Mais en apercevant l'écriture masculine élégante sur la première enveloppe, sa curiosité fut piquée. « À ma Brigitte chérie » était-il écrit d'une encre bleue délavée. Elle hésita un instant. Fouiller dans la correspondance privée de sa belle-mère n'était pas dans ses habitudes. Mais après ce qu'elle venait d'entendre, elle sentit ses scrupules s'évanouir.
La première lettre datait d'avril 1998. Thomas avait alors 15 ans. Elle la déplia avec précaution et commença à lire. « Ma chérie, ces moments volés près de la rivière me manquent déjà. Quand ton mari rentrera de l'hôpital, nous devrons être plus prudents. Je pense sans cesse à tes caresses, à tes baisers, ton Pierre qui t'aime. » Le sang de Manon se glaça. Pierre. Elle connaissait ce prénom. Thomas parlait parfois de Pierre Martineau, un ancien collègue de son père, un homme que la famille avait fréquenté pendant des années. Elle saisit une deuxième lettre, puis une troisième. Toutes contenaient les mêmes déclarations enflammées, les mêmes rendez-vous secrets, les mêmes promesses d'amour éternel. La liaison avait duré des années, même pendant la maladie du père de Thomas. Mais ce fut la quatrième lettre qui lui porta le coup le plus terrible. « Ma Brigitte adorée, je sais que tu n'arrives pas à ressentir cette tendresse maternelle pour Thomas. Mais ce n'est qu'un enfant qui a besoin d'amour. Tu le traites comme une obligation, pas comme ton fils. Il cherche désespérément ton affection, et toi, tu te contentes de le repousser. Ce petit garçon ne mérite pas ta froideur. » Les mains tremblantes, Manon laissa tomber la lettre. Tout prenait soudain un sens terrible. La froideur de Brigitte envers Thomas, sa cruauté gratuite, son incapacité à exprimer le moindre amour maternel. Et Thomas, ce petit garçon devenu homme, qui cherchait encore cette approbation maternelle qui ne viendrait jamais. Elle ramassa précipitamment toutes les lettres et les remit dans la boîte, qu'elle replaça sur l'étagère comme si elle n'y avait jamais touché. Mais le mal était fait. Elle détenait désormais un secret qui expliquait tant de choses. En redescendant au salon, elle découvrit que les voisines étaient reparties. Brigitte, seule dans son fauteuil, sirotait tranquillement son thé en regardant les informations télévisées. « Ah, tu es rentrée ?» dit-elle sans lever les yeux. « J'espère que tu n'as pas fait de bruit, j'avais de la visite. » Manon la regarda longuement, voyant pour la première fois cette femme sous un jour nouveau. Brigitte n'était plus seulement une belle-mère tyrannique, c'était une épouse adultère qui avait trahi un mari malade, une mère qui avait privé son fils d'amour maternel, une femme qui cachait ses propres turpitudes derrière des leçons de morale. « Non, » répondit-elle simplement, « je n'ai fait aucun bruit. » Mais en montant se changer pour préparer le dîner, Manon savait qu'un ouragan se préparait dans sa tête. Elle tenait enfin une arme contre Brigitte. Restait à savoir si elle aurait le courage de s'en servir. Les jours suivants, Manon observa Brigitte avec des yeux nouveaux. Chaque geste, chaque parole prenait une dimension différente maintenant qu'elle connaissait la vérité. Cette femme qui donnait des leçons de morale à longueur de journée avait trahi son mari pendant des années. Elle avait discrètement remis les lettres en place, mais leurs mots résonnaient encore dans sa tête. Pierre Martineau avait tenté de raisonner Brigitte sur son comportement maternel, sans succès apparemment. Thomas avait grandi dans cette froideur émotionnelle, expliquant sa quête désespérée d'approbation. Ce vendredi soir, Manon décida d'en apprendre davantage. Vers 23h, incapable de trouver le sommeil, elle descendit boire un verre d'eau à la cuisine. En passant devant le salon, elle aperçut de la lumière filtrant sous la porte. Par l'entrebâillement, elle découvrit une scène qui lui serra le cœur. Brigitte était assise dans le vieux fauteuil en cuir de son défunt mari, tenant contre elle une photo de leur mariage. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées, tandis qu'elle murmurait des mots à peine audibles. « Pardonne-moi, mon amour. Tu étais si bon avec moi. Tu touchais mon ventre en disant que tu nous aimais tous les deux. » Sa voix se brisa dans un sanglot étouffé. « Et moi, je t'ai trahi. Je ne mérite pas ton pardon. » Manon recula doucement, bouleversée par cette douleur brute. Brigitte n'était donc pas le monstre froid qu'elle imaginait. C'était une femme rongée par la culpabilité, qui portait le poids de ses erreurs depuis plus de 20 ans. Le lendemain, à l'école, Manon ne parvenait pas à se concentrer sur ses cours. Marc Delacroix la croisa dans le couloir à l'heure du déjeuner et remarqua immédiatement son air préoccupé. « Tout va bien, Manon ? Vous semblez soucieuse. » Elle hésita un instant, puis décida de se confier partiellement. « J'ai découvert quelque chose sur ma belle famille qui explique beaucoup de comportements, mais je ne sais pas quoi en faire. » Marc l'entraîna vers son bureau et ferma la porte derrière eux. « Vous voulez en parler ? Parfois, verbaliser aide à y voir plus clair. Mon mari a grandi sans affection maternelle réelle. Sa mère était distante, et j'ai appris pourquoi récemment.
Elle ne pouvait pas révéler les détails de l'adultère, mais elle avait besoin de conseils. Cela explique pourquoi il a tant de mal à me défendre face à elle, continua-t-elle. Il cherche encore son approbation. Marc hocha la tête avec compréhension. Les blessures de l'enfance laissent des traces profondes. Mais attention, Manon. Comprendre n'oblige pas à tout accepter. Vous avez le droit d'exiger le respect, même de la part de quelqu'un qui a souffert. Ces mots résonnèrent en elle comme une évidence. Oui, elle pouvait compatir pour Thomas tout en refusant de continuer à subir. Ce soir-là, elle observa son mari durant le dîner. Il mangeait en silence, guettant les réactions de sa mère, sursautant légèrement chaque fois qu'elle prenait la parole. Ce comportement, qu'elle attribuait jadis à de la lâcheté, lui apparaissait maintenant comme les séquelles d'un traumatisme. Mais sa compassion nouvelle n'effaçait pas sa propre souffrance. Thomas était peut-être une victime, mais elle en était une autre. Dans leur lit, cette nuit-là, elle le regarda dormir. Cet homme qu'elle avait aimé pour sa douceur était en réalité un enfant blessé qui n'avait jamais grandi émotionnellement. Leur mariage était bâti sur une illusion. Une certitude grandit en elle. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Les secrets de Brigitte lui donnaient un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu. Restait à décider comment l'utiliser. Demain serait peut-être le jour où tout changerait. Le mercredi matin arriva avec sa routine habituelle. Madame Dubois, accompagnée de Madame Carpentier et de Madame Leroy, sonna à la porte pour le traditionnel café de 10 heures. Brigitte les accueillit avec son sourire le plus charmeur, celui qu'elle réservait au public. Manon prépara le plateau en silence, les mains parfaitement stables malgré la tempête qui grondait dans sa poitrine. Aujourd'hui, quelque chose serait différent. Elle le sentait dans chaque fibre de son être. « Manon, apporte-nous le café », ordonna Brigitte depuis le salon. « Et cette fois, essaie de ne pas tout renverser. » Les trois voisines gloussèrent poliment. Manon entra dans le salon, posa délicatement le plateau sur la table basse et commença à servir. Ses gestes étaient mesurés, précis, comme ceux d'une actrice qui connaît parfaitement son rôle. Brigitte saisit sa tasse et d'un geste théâtral qui semblait calculé, la projeta vers Manon. Le café brûlant éclaboussa son chemisier blanc, dessinant une tache sombre sur le tissu. « Tu es vraiment une fainéante !» s'écria Brigitte. Une vraie épouse servirait le café correctement. Thomas, installé au fond du salon avec son journal, émit son habituel petit rire nerveux sans lever les yeux. « Maman a raison », marmonna-t-il. « Tu devrais faire plus attention. » Cette fois, Manon ne baissa pas la tête. Elle ne courut pas vers l'évier pour nettoyer. Elle resta debout, parfaitement droite, et regarda Brigitte droit dans les yeux. Un silence étrange s'installa dans la pièce. Les voisines, habituées au spectacle de la belle fille humiliée, attendirent qu'elle s'excuse et disparaisse comme d'habitude. « C'est intéressant, Brigitte », dit Manon d'une voix calme qui fit sursauter tout le monde. Jamais elle n'avait appelé sa belle-mère par son prénom devant des invités. Le protocole familial voulait qu'elle dise « belle maman » en public. « Hier, au téléphone avec Madame Dubois, tu expliquais que j'étais pathétique, sans ambition, et probablement stérile. » Madame Dubois devint écarlate, comprenant qu'elle avait été prise en flagrant délit de commérage. Les deux autres voisines échangèrent des regards gênés. « Tu trouves que c'est le comportement d'une belle-mère aimante ?» continua Manon. Brigitte ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Thomas releva enfin la tête de son journal, l'air complètement perdu. « Manon, qu'est-ce qui te prend ?» balbutia-t-il. Mais Manon n'avait pas terminé. Les mots sortaient d'elle comme une rivière qui déborde après des années de barrage. Et c'est encore plus pathétique venant de quelqu'un qui écrivait des lettres d'amour à Pierre Martineau pendant que son mari se battait contre le cancer. Un silence de mort tomba sur la pièce. Brigitte devint livide, ses mains se mirent à trembler violemment. Une femme qui passe ses nuits à pleurer devant la photo de l'homme qu'elle a trahi en demandant pardon à un mort, mais qui n'a jamais eu le courage de demander pardon au fils vivant qu'elle a privé d'amour maternel pendant 30 ans. Thomas laissa tomber son journal. Son visage exprimait un mélange de choc et d'incompréhension totale. « Pierre » murmura-t-il. « Pierre Martineau ?» Les trois voisines se levèrent précipitamment, bredouillant des excuses embarrassées avant de se diriger vers la sortie. Personne ne voulait être témoin de ce qui allait suivre. Brigitte s'effondra dans son fauteuil, secouée de sanglots incontrôlables. « Tu
Tu m'as vue » balbutia-t-elle entre ses larmes. « Oui » répondit Manon sans une once de pitié dans la voix. « Je t'ai vue pleurer comme une veuve éplorée alors que tu es la veuve que tu as toi-même créée. » Thomas se leva lentement, comme un somnambule. Il regardait sa mère avec des yeux neufs, découvrant soudain une étrangère. « Maman, c'est vrai ?» Brigitte ne pouvait plus parler. Elle hochait la tête compulsivement, submergée par 20 ans de culpabilité qui remontaient à la surface d'un coup. Manon ramassa calmement les débris de tasses éparpillés sur le sol, puis se dirigea vers l'escalier. À mi-chemin, elle se retourna une dernière fois vers ce tableau de désolation. « Maintenant, vous pouvez enfin être honnêtes l'un avec l'autre. » Elle monta dans sa chambre, ferma la porte derrière elle, et pour la première fois depuis 3 ans, Manon se sentit libre. Dans sa chambre, Manon entendait les échos de la conversation qui se déroulait en bas. Des bribes de phrases montaient à travers le plancher. La voix brisée de Brigitte, les questions incrédules de Thomas, puis un silence pesant qui s'éternisait. 1 heure s'écoula avant qu'elle ne redescende. Le salon était vide. Elle trouva Thomas dans la cuisine, assis à la table, la tête entre les mains. Il leva vers elle des yeux rougis par les larmes. « Elle m'a tout raconté », murmura-t-il d'une voix méconnaissable. Manon s'assit en face de lui, attendant qu'il continue. Elle ne ressentait ni satisfaction ni remords, juste une immense fatigue. Pierre venait à la maison quand papa était à l'hôpital pour ses chimios. Maman me disait qu'il nous aidait, qu'il était un bon ami de la famille. J'avais 15 ans. J'étais content qu'il s'occupe de nous. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Thomas découvrait que ses souvenirs d'adolescence étaient entachés d'un mensonge énorme. Elle m'a expliqué pour son comportement avec moi. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à m'aimer comme il fallait, que chaque fois qu'elle me regardait, elle voyait papa. Elle se sentait trop coupable. Manon ne dit rien. Que pouvait-elle ajouter à cette révélation dévastatrice ? Je comprends mieux maintenant, continua Thomas. Pourquoi elle était si froide ? Pourquoi elle ne me prenait jamais dans ses bras ? Mais ça ne rend pas les choses moins douloureuses. Il releva la tête et la regarda enfin vraiment. Et toi, tu savais tout ça depuis quand ? Depuis mardi. J'ai trouvé les lettres par hasard. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Manon soupira longuement avant de répondre. Parce que j'avais besoin de comprendre. Et parce que j'en avais assez de subir en silence. Un nouveau silence s'installa entre eux. Thomas semblait assimiler l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Où est-elle maintenant ?» demanda Manon. « Dans sa chambre. Elle pleure. Je crois qu'elle pleure depuis 1 heure. » Comme pour confirmer ses paroles, des sanglots étouffés leur parvinrent de l'étage. Manon sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine malgré elle. Brigitte payait enfin le prix de ses mensonges. « Thomas, » dit-elle doucement, « je vais partir quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. » Il hocha la tête sans protester. Pour la première fois depuis leur mariage, il semblait comprendre qu'elle avait des droits, des besoins, une existence propre. « Chez qui vas-tu aller ? » Marc a un canapé-lit dans son bureau à l'école. Il m'a proposé de l'utiliser si j'avais besoin. Une ombre de jalousie traversa le regard de Thomas, mais il ne dit rien. Il n'était plus en position de faire des reproches. Ce soir-là, Manon prépara un petit sac avec l'essentiel. Vers 20h, elle entendit Thomas frapper doucement à la porte de sa mère. Curieuse malgré elle, elle tendit l'oreille. « Maman, je peux entrer ?» Pas de réponse. Juste des pleurs redoublés. « Maman, il faut qu'on parle. On ne peut pas continuer comme ça. » Au bout de quelques minutes, Manon entendit la porte s'ouvrir. Les voix se firent plus basses, inaudibles. Cette conversation-là leur appartenait. Elle descendit discrètement et sortit de la maison. L'air frais du soir lui fit du bien après cette journée étouffante. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait librement. En remontant l'allée, elle croisa Madame Dubois qui promenait son chien. La voisine détourna ostensiblement le regard, pressant le pas comme si Manon était contagieuse. La nouvelle avait déjà fait le tour du quartier, c'était certain. Dans sa voiture, Manon prit le temps de regarder cette maison qui avait été sa prison dorée pendant 3 ans. Demain, sa vie serait différente. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Elle démarra et s'éloigna sans un regard dans le rétroviseur. Derrière les fenêtres éclairées,
Une mère et son fils commençaient enfin à se dire la vérité après 30 années de mensonges. 3 jours s'écoulèrent dans le calme relatif du bureau de Marc. Le canapé-lit était plus confortable que Manon ne l'avait imaginé. Et pour la première fois depuis des années, elle dormait paisiblement. Personne ne la réveillait avec des reproches. Personne ne scrutait ses gestes pour y trouver matière à critique. À l'école, ses collègues avaient remarqué son changement d'attitude, sans oser poser de questions. Elle paraissait plus légère, comme libérée d'un poids invisible. Même ses élèves le sentaient. « Maîtresse, vous êtes plus jolie qu'avant », lui dit la petite Camille en sortant de la récréation. Marc l'invita à déjeuner le vendredi dans un petit restaurant près de l'école. Ils s'installèrent en terrasse, profitant des derniers rayons de soleil d'octobre. « Comment allez-vous, Manon ?» demanda-t-il après avoir commandé. « Mieux. Beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. Et votre mari ? Il m'a envoyé plusieurs messages. Il dit qu'il comprend maintenant, qu'il veut changer. » Marc hocha la tête pensivement. « Et vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Cette question simple l'a pris au dépourvu. Depuis si longtemps, elle s'était contentée de survivre au quotidien qu'elle avait oublié d'avoir des désirs propres. Je ne sais pas encore. Mais pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir le choix. Le mercredi suivant, Thomas lui téléphona pour la première fois depuis son départ. « Manon, il faut que tu saches. Maman a commencé une thérapie. Elle a pris rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans les problèmes familiaux. Sa voix était différente, plus posée, plus mature. Et moi aussi, j'ai pris rendez-vous. Je veux comprendre pourquoi j'ai été si lâche avec toi. Thomas, non, laisse-moi finir. J'ai 30 ans et je me comporte encore comme un gamin qui attend l'approbation de sa maman. C'est pathétique. » Manon fut surprise par cette lucidité nouvelle. La révélation avait peut-être détruit des illusions, mais elle avait aussi forcé Thomas à grandir. « Hier soir, continua-t-il, maman et moi, on a eu notre première vraie conversation. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. C'est la première fois qu'elle prononce ces mots. Malgré tout ce qui s'était passé, Manon sentit son cœur se serrer d'émotion. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Que j'avais passé ma vie à l'attendre. Et que maintenant, il fallait qu'on apprenne à se connaître vraiment. » Cette nuit-là, dans son lit improvisé, Manon réfléchit longuement. Thomas évoluait, c'était indéniable. Brigitte aussi, apparemment. Mais ces changements suffiraient-ils à reconstruire leur couple ? Le samedi matin, elle reçut un appel inattendu. C'était Brigitte. « Manon ?» dit une voix hésitante, presque méconnaissable. « Je voudrais te parler, si tu acceptes. » Elles se retrouvèrent dans un café neutre, loin du quartier. Brigitte avait vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux tirés révélaient un visage creusé par les remords. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle en tortillant nerveusement sa serviette. « Je t'ai fait du mal, beaucoup de mal. » Manon attendit, silencieuse. « Je me suis comportée comme un monstre avec toi. Et avec Thomas aussi. J'ai tout gâché par orgueil et par lâcheté. » Sa voix tremblait. Pour la première fois, Manon voyait en elle une femme fragile, pas une belle-mère tyrannique. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que j'ai conscience de mes erreurs et que je vais tout faire pour les réparer. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Manon. « Parce que j'ai failli perdre mon fils. Et parce que tu avais raison. Je passe mes nuits à pleurer un homme que j'ai trahi, alors que j'ai devant moi un fils que j'ai négligé. » Brigitte sortit de son sac une enveloppe froissée. « J'ai écrit ça à mon mari après sa mort. Je ne l'ai jamais envoyé, évidemment. Mais maintenant, je voudrais que quelqu'un la lise. » Manon hésita, puis prit la lettre. L'écriture tremblée révélait une douleur profonde. « Mon chéri, j'aurais voulu que tu vois comme notre Thomas est devenu un homme bien. Il est instituteur maintenant. Il aide les enfants comme tu aidais les gens. Mais je l'ai rendu malheureux comme je t'ai rendu malheureux. Pardonne-moi. » En relevant les yeux, Manon vit que Brigitte pleurait silencieusement. « Je ne peux pas changer le passé, » murmura sa belle-mère. « Mais je peux encore essayer de sauver l'avenir. » Pour la première fois depuis des années, Manon ressentit quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour cette femme brisée. Le chemin de la guérison serait long pour eux tous. Mais au moins, il venait de commencer. 6 mois plus tard, un dimanche matin de printemps,
Manon se tenait devant le portail du cimetière municipal. Dans sa main, elle serrait une enveloppe jaunie que Thomas lui avait remise la veille. Elle n'était pas venue seule. À ses côtés, Thomas et Brigitte attendaient en silence. Ils avaient tous les trois changé. Thomas portait des lunettes neuves qui lui donnaient un air plus sûr de lui. Brigitte, amaigrie par les mois de thérapie, semblait apaisée pour la première fois depuis des années. Et Manon rayonnait d'une sérénité qu'elle avait cru à jamais perdue. Ils s'avancèrent ensemble vers la tombe de Henri Dubois, le père de Thomas, mort 15 ans plus tôt. La pierre tombale grise était ornée de roses blanches fraîches que Brigitte y déposait désormais chaque semaine. « J'ai trouvé ça hier en vidant le grenier », dit Thomas en désignant l'enveloppe. Elle était cachée dans la vieille armoire de papa. Manon déplia la lettre avec précaution. L'écriture tremblée d'un homme malade contrastait avec la fermeté du message. « Ma chérie Brigitte, je sais pour Pierre. Je l'ai toujours su. Mais je t'aime trop pour te perdre. J'espère qu'un jour tu pourras te pardonner et aimer notre Thomas comme il le mérite. Il a tes yeux et mon cœur. Prends soin de lui quand je ne serai plus là. Ton Henri qui t'aime encore. » Brigitte s'effondra à genoux devant la tombe, secouée de sanglots libérateurs. 20 ans de culpabilité s'évaporèrent d'un coup. Henri avait su, Henri avait pardonné, Henri avait continué à l'aimer. « Mon amour », murmura-t-elle en caressant la pierre froide. « J'ai enfin dit à notre Thomas que je l'aime. Il sait maintenant qu'il n'était pas responsable de mes erreurs. » Thomas s'agenouilla près de sa mère et, pour la première fois de sa vie d'adulte, la prit dans ses bras sans retenue. « Papa », dit-il d'une voix étranglée. « Maman et moi, on va bien maintenant. Tu peux être en paix. » Manon les regarda s'étreindre, ces deux êtres blessés qui apprenaient enfin à s'aimer. Une larme roula sur sa joue, mais c'était une larme de joie. En révélant la vérité, elle n'avait pas détruit une famille. Elle l'avait libérée. Plus tard, dans le petit café près du cimetière, ils partagèrent un dernier repas ensemble. Manon avait pris sa décision, et elle était en paix avec elle. « Je ne reviendrai pas », dit-elle simplement. Thomas hocha la tête. Il avait compris depuis longtemps que certaines blessures laissent des cicatrices indélébiles. « Je ne t'en veux pas », répondit-il. « Tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie, une vraie mère, et tu m'as appris qu'on peut choisir de grandir, même à 30 ans. » Brigitte prit la main de Manon par-dessus la table. « Tu aurais pu utiliser mes secrets pour me détruire. Au lieu de ça, tu nous as forcés à nous retrouver. Je ne l'oublierai jamais. » Le lendemain, Manon emménageait dans son nouvel appartement, un 2 pièces lumineux près de l'école. Marc l'aidait à porter ses cartons, leurs mains se frôlant parfois avec une tendresse nouvelle. « Aucun regret ?» lui demanda-t-il en installant sa bibliothèque. « Aucun. Pour la première fois de ma vie, je choisis ma propre histoire. » Il s'approcha d'elle et déposa un baiser léger sur son front. « Alors, écrivons-la ensemble. » Ce soir-là, dans sa nouvelle cuisine, Manon prépara son premier dîner en liberté. Par la fenêtre, elle aperçut Thomas qui raccompagnait sa mère après leur séance hebdomadaire chez le psychologue. Brigitte marchait différemment maintenant, sans ce port hautain qui masquait sa douleur. Elle riait même à quelque chose que son fils venait de dire. Sur sa table de chevet, Manon avait posé la dernière lettre que Brigitte avait écrite à son mari défunt. « Mon chéri, je vais bien maintenant. Notre Thomas aussi. Tu peux être en paix. J'ai enfin appris à aimer sans culpabilité. Merci de m'avoir pardonné avant même que je sache le demander. » Dehors, la nuit tombait doucement sur la ville. Quelque part, dans une maison qu'elle avait quittée, une mère et son fils découvraient le bonheur simple de s'aimer sans condition. Et dans son petit appartement baigné de lune, une femme libre fermait les yeux en souriant. Parfois, il faut avoir le courage de tout casser pour permettre à l'amour de renaître. Parfois, la vérité, même cruelle, est le seul chemin vers la paix. Manon avait compris que le plus grand acte d'amour, c'est parfois de laisser partir ceux qu'on aime pour qu'ils puissent enfin grandir. Et elle était enfin prête à vivre sa propre vie. Manon ajusta sa robe blanche devant le miroir de la petite mairie de campagne. Ce n'était pas la grande cérémonie qu'elle avait eue avec Thomas, mais c'était infiniment plus précieux. Un mariage choisi, désiré, construit sur la vérité. Marc l'attendait devant l'autel, souriant comme au premier jour. Dans l'assistance,
Elle aperçut Thomas et Brigitte assis côte à côte. Sa belle-mère lui adressa un sourire sincère, celui d'une femme apaisée qui avait appris à aimer sans posséder. Thomas s'était remarié lui aussi, avec une collègue bienveillante qui l'aidait à panser ses blessures d'enfance. Il était devenu un homme libre. « Tu es prête ?» murmura Marc en lui prenant la main. « Depuis le jour où j'ai choisi la vérité, » répondit Manon. Car parfois, pour trouver le bonheur, il faut d'abord avoir le courage de détruire le mensonge qui nous emprisonne.